Bonjour et bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par l'équipe de LexisNexis Maroc en partenariat avec Icône Juris, partenaire exclusif de LexisNexis au Maroc et le Cercle marocain des directions juridiques. Je suis Angélique Azi, responsable de la plateforme de recherche juridique en ligne Lexis Maroc. Nous vous proposons aujourd'hui un webinaire para-juridique consacré à l'importance de ce que l'on appelle désormais les soft skills. En effet, l'une des compétences clés attendues des leaders dans le monde des affaires est la prise de décision rapide et efficace. L'anticipation et l'évaluation du risque sont un élément majeur dans la prise de décision éclairée. Dans cette conférence virtuelle sous forme de talk, notre expert, M. Mohamed Affir, souhaite adresser la compétence technique, mais aussi et surtout la compétence humaine et relationnelle dans la gestion du risque dans le monde des affaires, ce que l'on appelle donc communément aujourd'hui les soft skills. Ce talk s'adresse donc aux juristes et conseils divers, mais aussi aux membres des directions et aux leaders de toutes industries. Alors, Mohamed Affir est General Counsel au sein d'Unilever Maghreb, basé à Casablanca. Il est par ailleurs consultant juridique en droit des affaires et compliance. Après plusieurs années passées à exercer en tant que directeur juridique pour le Maghreb dans de grands groupes internationaux, ainsi qu'en cabinet d'avocats d'affaires en France, au Maroc et en Algérie, Mohamed Affir tient désormais des conférences et des workshops en entreprise pour partager son expérience professionnelle et ses connaissances dans le domaine des affaires. Alors, je vous signale comme d'habitude que vous pouvez poser vos questions tout au long de l'intervention de notre expert via le chat. Vous pouvez également voter pour les questions auxquelles vous souhaitez que notre intervenant apporte une réponse en priorité. Un sondage sera également mis en place et M. Affir vous invitera à y répondre au moment opportun. Voilà, je passe donc maintenant la parole à Mohamed Affir. Merci Angélique. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être parmi nous aujourd'hui. Je souhaite avant toute chose remercier LexisNexis et tous les partenaires pour la mise à disposition de cette plateforme et aussi surtout tous les efforts et tous les webinaires qu'ils ont organisés ces derniers mois avec des intervenants de qualité, des présentations et des sujets divers et diversifiés liés au monde des affaires. Merci encore. Alors, comme ce que disait Angélique, je me présente, donc je suis Mohamed Affir. Je suis le directeur juridique Unilever basé à Casablanca pour la région Maghreb. Mais je suis aussi consultant, conseil juridique et conseil en compliance, en conformité. Et je suis invité de temps à autre à animer des workshops en entreprise pour parler de sujets divers et notamment dans les soft skills avec quelques conseils sur les méthodes d'approche, la façon de communiquer et la façon de partager son savoir, mais aussi comment parfois apprendre à appréhender le risque ou d'autres sujets comme les techniques de négociation. Donc, merci encore d'être là. J'interviens donc aujourd'hui en tant que salarié, membre d'un grand groupe industriel, mais aussi en tant qu'entrepreneur. Et durant ces dernières années, il y a une certaine expérience que j'ai pu modestement cumuler et je voulais aujourd'hui la partager avec vous. Sur ce sujet-là, sur la méthode de prise de risque dans le monde des affaires. Bien entendu, quand on souhaite prendre des décisions et on veut investir dans un sujet ou un autre en entreprise, cela requiert une certaine préparation et demande bien entendu une certaine évaluation du risque, une certaine approche dans la préparation. Et ce talk-là, à la base, est venu, l'idée de ce talk-là est venue suite à une expérience et des cas qui me sont personnellement arrivés. J'imagine que c'est déjà arrivé à certains d'entre vous. Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé dans une réunion avec des clients, des partenaires, des membres de l'équipe, de votre équipe, et il y avait une certaine problématique à traiter et on ne trouvait pas forcément de solution tout de suite. On essayait de brainstormer, on essayait de chercher et la solution ne venait pas. Et au fond de vous, dans votre coin, vous avez trouvé cette solution-là. Vous avez eu cette brillante idée. Vous vous êtes dit, tiens, je ne vais pas la partager, je vais encore attendre. Je ne vais pas la donner tout de suite, je vais attendre de voir. Ou peut-être que l'idée est simplement stupide. L'idée est quelque chose, cette idée n'est absolument pas liée au fait. Elle n'est pas pertinente. Peut-être que je n'ai peut-être pas encore compris la question. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé, et ça m'est déjà moi-même arrivé. À ce moment-là, on se pose la question, après, pourquoi ne l'ai-je pas fait? Quelques secondes après s'être retenu, vous avez cette personne-là que vous aimez bien ou que vous détestez qui lève la main
il partage la même idée pendant cette réunion, la même idée que vous avez initialement. Vous vous êtes dit, j'aurais dû le dire. Je le savais et j'aurais pu le faire. Pourquoi nous ne sommes pas passés à l'action? Pourquoi nous n'avons pas levé la main en disant, quelle est la solution? Voilà les pistes, peut-être, voilà, j'aurai une piste, essayons d'avancer là-dessus. Parfois, c'est peut-être une fausse idée, une mauvaise perception de la prise de risque. Parfois, nous n'osons pas prendre la parole en public et nous restons dans notre coin sans vouloir avancer ou en se disant, je vais rester dans ma zone de confort. Cette zone de confort est un élément, effectivement, parfois qui limite la créativité et ne vous pousse pas toujours à aller de l'avant et partager, essayer d'explorer de nouvelles pistes. Je ne sais pas aussi, un autre exemple, si peut-être qu'un jour, dans votre vie personnelle ou professionnelle, vous avez eu une idée professionnelle en vous disant peut-être que j'aimerais bien me lancer un petit business, un grand business, investir dans un domaine ou dans l'autre. Et puis vous vous dites, ah, je manque peut-être de cash, vous trouvez des excuses en vous disant, j'irai pas tout de suite, je vais attendre. Peut-être que l'idée n'est pas bonne. Quelques mois, quelques années plus tard, un petit malin encore arrive et a exactement la même idée et son business a fini en dessus. Encore une fois, une approche, peut-être une certaine peur de l'inconnu, parce que chez nous, et c'est tout à fait normal, chez l'être humain, nous pouvons avoir ces lampes rouges qui clignotent en disant attention, danger. Alors, tout au long de ce webinaire, j'aimerais effectivement que vous puissiez réfléchir à comment vous percevez le risque, qu'est-ce que cela évoquera en vous. Alors, juste avant cela, j'aimerais d'abord aussi commencer par donner un exemple de deux personnages, pour moi, qui sont extraordinaires, qui ont aussi écrit des livres, et je vous invite à lire les livres de ces personnages-là. Ce sont des autobiographies qui racontent leur histoire et comment est-ce que leur ascension fulgurante est arrivée, et surtout par quelles sont les difficultés par lesquelles ils sont passés. Donc, ces deux personnages-là sont Monsieur John Rockefeller du 19e siècle, mais aussi, vous l'aurez reconnu, Monsieur Elon Musk du 20e siècle. Deux personnages très charismatiques, avec une approche maladive, mais surtout novatrice du risque. Avec une rigueur, bien entendu, une approche et une rigueur matricielle dans la préparation et dans la prise de risque. Vous connaissez Monsieur Rockefeller, le richissime homme d'affaires, qui à la base avait une petite entreprise familiale dans le secteur pétrolier. Un secteur qui à la base, qui à cette époque-là, n'était pas ce que l'on connaît maintenant, qui a eu l'idée de raffiner le pétrole et de créer du kérosène. Kérosène dont vous connaissez maintenant l'utilisation très répandue. Il a profité d'une certaine... il est arrivé à créer et inventer, grâce aux chimistes qu'il a recrutés, inventer un produit qui n'existait pas encore sur le marché. Le marché était déjà existant et pratiquement saturé par un certain nombre de sociétés pétrolières qui n'avaient pas forcément cette idée. Il a aussi profité d'une législation qui existait déjà. Mais cette législation existait pour le passé, pour le produit présent, mais pas pour le produit futur. C'est exactement la même approche que M. Elon Musk a eue. Vous connaissez peut-être l'histoire d'Elon Musk, qui a commencé par une petite start-up et qui l'a vendu sans grande conviction au départ, qu'il a lancé sans grande conviction et puis qu'il a vendu à un mastodonte de l'informatique. Le produit est devenu ce qu'on connaît WinZip, Windows. Il l'a vendu à ce moment-là 20 millions de dollars. Alors, je ne sais pas pour vous, moi, avec 20 millions de dollars, je pense que je pourrais prendre une retraite anticipée et faire d'autres activités, peut-être mécènes. Et partir en vacances, acheter des biens et assurer à ma famille une certaine vie pour un certain temps. Et puis, donc je ne sais pas pour vous, mais voilà moi ce que je pourrais faire. Elon Musk n'est pas ce qu'il a fait. C'est 20 millions de dollars qu'il a engrangés, il est parti un jour en vacances, il les a réinvestis. Il les a réinvestis dans un projet faramineux qu'on considérait être comme un projet fou dans deux industries qu'il ne connaissait absolument pas.
l'industrie automobile, les batteries électriques pour véhicules, pour rendre le véhicule électrique, mais aussi l'industrie spatiale. Imaginez que ce monsieur-là, il y a quelques mois, j'imagine que vous avez vu le lancement de SpaceX, est devenu en quelques années le partenaire privilégié de la NASA. Il est parti d'une petite boîte, une petite start-up d'informatique. Une ascension fulgurante, une histoire extraordinaire. Et je vous invite vraiment à lire son livre. Et il parle beaucoup des prises de risques et de la façon comment il s'est fait entourer, il s'est fait conseiller pour pouvoir justement garder et aligner tous les risques et savoir quelle décision il allait prendre à quel moment. Et dans sa description, vous verrez qu'il explique que la législation à ce moment-là était suffisamment développée, mais elle ne s'appliquait pas au futur. C'est-à-dire qu'il y avait certains gaps, un certain vide juridique. Donc les avocats, ces conseils en profitent. Voilà, je voulais partager, et ce n'est pas le seul exemple, il y en a beaucoup d'autres. Vous avez Google qui a misé sur YouTube. Personne ne voulait acheter YouTube ou pousser le projet. Et ce que YouTube est devenu. D'autres histoires. Il y en a une particulièrement à laquelle je suis assez attaché, c'est l'histoire de FedEx. FedEx, la distribution de courrier international, avait une certaine flotte automobile. À un moment, ça ne marchait pas forcément. À un moment, il n'arrivait même plus à pouvoir payer les factures d'essence pour sa flotte automobile parce qu'il avait trop investi. Une décision stratégique. Et pourtant, ces derniers 8 000 €, il les a réinvestis. Les 8 000 €, il aurait pu fermer l'entreprise, la mettre en liquidation. Qu'est-ce qu'il a fait dans son désespoir ou peut-être un brin d'ingéniosité ou de créativité? Il est parti, donc le propriétaire, l'actionnaire est parti à Las Vegas et a joué au blackjack et a gagné plusieurs centaines de milliers de dollars. Parti de 8 000 $. Bon, il était bon dans le jeu, il faut dire. Donc, tout ça, c'est pour dire qu'il y a effectivement des décisions parfois qui sont prises parce qu'on a osé le faire et on a mesuré le risque. Alors, je parle de risque depuis tout à l'heure. Peut-être que j'en viens à ce moment-là à définir au moins le risque, à expliquer peut-être qu'est-ce que c'est. Avant cela, j'aimerais que vous puissiez participer au petit questionnaire que vous verrez à la droite de votre écran, droite ou gauche, je crois que c'est à droite. Nous voulions faire un petit sondage. La question serait, qu'est-ce que la notion de risque évoque en vous? Est-ce qu'elle évoque la créativité ou est-ce qu'elle évoquerait plutôt un certain conservatisme, une certaine prudence? Comment est-ce que vous voyez cette notion de risque? Alors, je parle de risque, on vient au sujet. Il y a plusieurs définitions, tout le monde y va de ses propres définitions. Alors, celle que je pourrais, les différents éléments que j'ai rassemblés seraient que le risque, c'est toute action ou activité qu'on pourrait mener avec une certaine, avec ou sans prudence, avec la possibilité éventuelle que certaines conséquences arrivent ou pas, et qui puissent justement altérer, toucher, développer ou menacer le but ou la finalité que nous voulions à la base, à laquelle on voulait arriver à la base. Donc, dans cette définition, vous aurez remarqué, elle est un peu longue, mais il y a plusieurs éléments. Un des premiers éléments, donc bien sûr, c'est l'action, la décision, l'action que nous prenons, avec l'élément de potentialité. Est-ce que la potentialité, est-ce que la conséquence est élevée ou pas? Donc, la potentialité élevée ou basse, il y a une certaine conséquence à l'action que nous avons prise, que nous pourrions prendre. Il y a aussi la gravité et les effets de cette conséquence. Est-ce que la prise de cette décision et la prise de ce risque-là ferait qu'il y ait des conséquences qui pourraient irrémédiablement être dommageables pour l'activité ou l'action ou la finalité à laquelle nous souhaitons arriver? Donc, l'effet dommageable du dommage et de la gravité sont aussi des éléments à prendre en considération. Et parfois, dans notre esprit, d'ailleurs, j'ai posé la question autour de moi, j'ai posé la question, qu'est-ce que
en un mot, voudrait dire pour vous, ou qu'est-ce qu'en un mot évoquerait pour vous le risque? Devinez quoi? Il y a un mot qui est souvent revenu, ou deux mots qui sont souvent revenus, c'était menace et danger. C'est drôle parce que pourtant, il y a un certain opportunisme à la prise de risque. Voyez par exemple l'exemple d'Amazon. J'y viendrai, j'en expliquerai un peu plus. Donc, j'ai expliqué un peu les divers éléments de la prise de risque. Il y a aussi cette définition cette perception de la menace comme étant quelque chose qui va vous retenir à ne pas aller de l'avant, à ne pas chercher plus, à ne pas essayer de trouver une autre solution ou une autre alternative. Et dire simplement non. Alors, parfois, les opérationnels, les collègues du business, quels qu'ils soient, les clients, peuvent vous dire « Ah non, le légal, il va nous dire non parce que c'est peut-être un peu trop risqué alors que nous sommes sûrs que ça va arriver. » Personne n'est jamais sûr de quoi que ce soit. Pour ça, je suis convaincu que les conseils juridiques, les directions juridiques, les avocats, les notaires et tout type de conseillers doivent porter une valeur ajoutée extraordinairement positive pour la réalisation de certains projets, mais peut-être d'une autre manière que ce que d'autres fonctions pourraient percevoir ou voir. Donc, pourquoi? Parce que les départements juridiques, les conseillers de tous bords peuvent prédire, d'une certaine manière, ils n'ont pas de boule de cristal, bien entendu, mais ils peuvent prédire ou anticiper ce qui peut arriver comme action dommageable et qui pourrait vraiment atteindre ou porter atteinte au projet, à sa réalisation. Donc, il y a cette notion d'anticipation qui est très importante à prendre en considération, non pas seulement pour les fonctions juridiques, mais aussi pour toutes les autres fonctions. C'est un vrai teamwork. Anticiper, essayer de brainstormer pour prédire ce qui pourrait éventuellement se passer. Est-ce que ce serait des effets négatifs ou positifs? Est-ce que les événements qui sont arrivés, même si qui sont complètement inattendus, comme la pandémie, pas encore, on n'est pas encore à la méthode, mais anticiper est un élément effectivement très important pour lequel toutes les fonctions, sans exception, sur lesquelles toutes les fonctions doivent travailler. Alors, je parle de risque, mais il y a aussi le risque, en tout cas pour moi, différents types, vous le savez bien. Je le définis dans deux catégories. La catégorie interne, mais aussi la catégorie externe. La catégorie interne, ce sont tous les éléments qui sont liés à l'activité, à l'organisation interne de l'entreprise. Des exemples, je parlerai par exemple de l'outil industriel. Est-ce que l'outil industriel au jour d'aujourd'hui, il faut pouvoir l'évaluer, est-ce qu'il est suffisamment efficace? Est-ce qu'il faut le mettre à jour? Est-ce qu'il faut le remplacer? Parce qu'il y a un risque, si demain cet outil ne fonctionne pas, il risque de mettre justement en émoi et peut bloquer toute l'activité elle-même. Il y a aussi le risque produit ou le risque service. Est-ce que l'activité, est-ce que le service ou le produit que nous fournissons est suffisamment bon, avec la qualité attendue, pour le transmettre au consommateur ou au client? Il y a différents autres types de risques en interne. Le risque RH, par exemple. Un turnover trop important dans la direction, dans le management, pour ne citer que celui-ci, pourrait justement nuire à l'activité, puisqu'il n'y aura pas de stratégie moyen ou long terme. Et au du moins ne sera pas suffisamment suivi par les équipes qui viendraient ou les personnes qui viendraient après. Il y en a tant d'autres des exemples. Alors ça, c'est pour les facteurs internes. Il y a aussi d'autres facteurs. Il y a des facteurs externes. Ceux qui sont liés à l'activité, à l'environnement externe auquel est liée l'activité de votre business. Par exemple, l'aléa réglementaire, les nouvelles législations, les nouvelles taxes, par exemple. Donc ça, c'est par exemple le risque financier. Le risque financier, par exemple, les fluctuations de taux de change.
impossible à prédire pour les difficultés économiques que pourrait rencontrer un pays ou un autre. Les nouvelles taxes vont arriver avec des nouvelles lois, des projets de loi. D'ailleurs, c'est pour ça beaucoup de business, beaucoup d'activités, beaucoup d'industries sont doivent très souvent, et le plus souvent, et doivent dans tous les cas, être conscients de leur environnement, et lire et savoir ce qui se passe en préparation de ce qui va arriver, justement pour qu'ils puissent prendre les bonnes décisions et anticiper une augmentation des taxes, par exemple. Il y a d'autres événements ou d'autres facteurs extérieurs, comme une mauvaise communication, un risque réputationnel pour l'activité, une mauvaise communication envers le consommateur, une mauvaise communication auprès des partenaires sociaux, une mauvaise communication, par exemple, ou une mauvaise communication avec les autorités. Tout ça, c'est aussi à prendre en considération. Le risque compliance, pour beaucoup de sociétés, pour toutes les sociétés de toute façon, la conformité aux lois, à certaines pratiques qui sont parfois complètement interdites par la loi, auxquelles les entreprises doivent se conformer. Tout ça, ce sont des risques, comme je disais, risques internes, risques extérieurs, et facteurs internes, facteurs extérieurs, à prendre en considération. C'est très important de les connaître et d'être sensible à notre environnement. Et c'est là où j'en viens justement à la méthodologie simple, que moi j'utilise dans mes fonctions de tous les jours et que je voulais partager avec vous. En premier lieu, comme je disais, il faut pouvoir identifier et cartographier les risques qui sont liés à son activité. Il faut savoir les possibilités ou anticiper les possibilités et les conséquences qui peuvent arriver. Et bien entendu, pouvoir, en deuxième lieu, les évaluer. Est-ce que ces conséquences ont de fortes chances d'arriver? Et surtout, quel impact ça pourrait avoir? Je parlais d'approche positive, et c'est celle justement sur laquelle j'aimerais insister dans ce talk. Il y a beaucoup d'opportunités à la prise de risque, et même dans sa propre évaluation. Je vous donne un exemple. Amazon. La période Covid de cette pandémie a été triste et malheureuse et très difficile pour beaucoup de business, beaucoup d'entreprises. Conséquent, triste aussi et difficile pour les employés. En revanche, il y a eu beaucoup d'effets positifs pour certaines activités, notamment les activités de services, comme les services à la personne, les transports, dans une certaine mesure, dans la mesure où les routes n'étaient pas bloquées, la livraison à domicile, les supports par webinaire, par exemple, les startups avec des logiciels de communication à distance, etc. Amazon, par exemple, a annoncé, pendant la période du Covid, 2 mois après, je pense, le recrutement à l'international de plus de 10 000 personnes. Donc, beaucoup de business en ont profité et ont dû s'adapter, aller, par exemple, pour certains services, aller go digital, aller sur le web, présenter dans le web, développer leurs services sur le web. Donc, dans votre évaluation, dans l'évaluation du risque, il est très important qu'on ait une approche positive et non pas complètement restrictive. Il est très important de se préparer, effectivement, d'essayer d'instaurer des règles, d'instaurer des processus en interne. Comment gérer les contrats, par exemple. Comment gérer les fournisseurs. On parle de fournisseurs comme étant, par exemple, un facteur externe. La période de Covid a été un exemple. Beaucoup de sociétés se sont toujours appuyées sur un seul unique fournisseur. Le jour où les frontières ont été fermées, ils ont eu beaucoup de mal, ces entreprises ont eu beaucoup de mal d'avoir leurs ressources, de ramener leurs ressources, d'apporter soit la matière première ou bien le produit fini pour les sociétés qui font que d'importation et revente en état, par exemple. N'ayons pas préparé un processus d'achat à l'international, mais aussi un processus d'achat sur des fournisseurs locaux existants, identifiés, que cela prend du temps, justement. Cela a manqué, et donc a pu avoir beaucoup de répercussions négatives sur les activités. Donc, évaluer avec un élément qui est très important qu'on nous reproche parfois dans le milieu juridique, la proportionnalité. Bien entendu, notre fonction n'est pas de dire vous pouvez enfreindre la loi.
mais plutôt de dire voilà ce qui est possible, voilà ce qui n'est pas possible, voilà comment le réussir et comment le faire. En tant que directeur juridique, voilà ce que nous attendons, en tout cas ce que mes partenaires en interne attendent de la direction juridique et aussi ce que j'attends d'eux. Mais aussi c'est ce que j'attends des conseils divers que nous utilisons par exemple chez Unilever. De pouvoir nous fournir, nous aider à trouver une solution suffisamment proportionnelle, n'ayant pas des répercussions potentielles. Il faudra dans cette évaluation avoir est-ce que le risque est élevé, peu élevé, est-ce que la répercussion n'est que pécuniaire, est-ce qu'elle est trop importante, est-ce que nous sommes par exemple dans le délit, est-ce que nous sommes dans l'infraction, est-ce que nous sommes dans le totalement interdit, est-ce que nous sommes dans la tradition, dans la coutume. Nous sommes pour pouvoir justement trouver la bonne solution qui soit totalement compliant. Il est difficile de tout anticiper. Il est presque impossible de tout anticiper. D'ailleurs, l'outil de gestion, l'outil d'anticipation du risque n'est pas supposé freiner. D'ailleurs, certaines entreprises parfois sont elles-mêmes victimes de trop de travail d'anticipation, trop de travail de gestion du risque. L'outil de gestion du risque, et je parlerai dans quelques secondes des différents outils qui sont mis à disposition, ne doit pas être entendu comme un élément restrictif, un showstopper, mais un showmaker qui va aider le business à se développer. Mais en gardant bien sûr le chemin, et qui va arriver vers le troisième élément dont je voulais parler après l'évaluation, c'est la prise de décision. La prise de décision doit être basée bien entendu sur des faits. Il y a un peu de gut feeling, pas souvent, mais surtout sur une préparation après avoir identifié et évalué. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Et j'en viens à un élément très important, bien entendu dans le business, mais aussi dans la prise de risque, la finalité, le but à atteindre. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que je prendrai ce risque-là pour pouvoir réaliser tel ou tel autre objectif? Et est-ce que l'objectif est suffisamment important à réaliser pour prendre tel ou tel autre risque? On dirait que c'est une sorte de cercle vicieux. De certaine manière, peut-être, mais c'est plutôt une synergie. Je le verrai de cette manière. Donc, est-ce que le but en vaut la chandelle? Est-ce que je vais décider de prendre tel ou tel autre risque? Ou bien, je prends tel risque avec une autre méthode en préparant un plan B. Le plan B, effectivement, est important à préparer. Et c'est là où on a aussi besoin de fonctions comme les nôtres, la fonction support, la fonction juridique. Encore une fois, la fonction juridique n'est pas responsable que du juridique, mais elle est responsable aussi du business. Le business n'est pas responsable que du business, il est aussi responsable du juridique. Parce que c'est un vrai teamwork où il doit y avoir une synergie. Le légal ne s'occupe pas des contrats et des litiges. Il prépare en amont et le business exécute en aval d'une certaine manière. Mais les deux fonctions, ou toutes ces fonctions opérationnelles, doivent travailler en même temps. Ils doivent être inclus en amont pour pouvoir justement anticiper ces risques et drafter un contrat. D'ailleurs, le contrat, dans sa rédaction, n'est pas, à la base, en tout cas à mon sens, n'est pas le honneur du contrat, n'est pas le juridique, n'est pas le département juridique, n'est pas le cabinet d'avocat, n'est pas le conseil fiscal, n'est pas notaire, et j'en citerai tant d'autres. Mais plutôt, le honneur, le propriétaire, c'est celui qui va être en front line avec le client. C'est celui qui va exécuter le projet. C'est lui, justement, qu'il faut sensibiliser. C'est lui qu'il faut former. En tout cas, une partie juridique. Et le juridique, dans l'autre sens, doit s'intéresser complètement, connaître son business. Il doit connaître son environnement. Il doit connaître quelles sont les potentialités que certains risques arrivent, que certaines conséquences arrivent, que certains événements arrivent, mais surtout connaître quelles seraient les conséquences pour ce business. Est-ce qu'elles sont importantes ou est-ce qu'elles sont mineures? Ça va permettre au directeur juridique de dire oui, je recommande telle option. Voilà l'option B que l'option C que vous voyez choisir. Donc, il est très important pour tout le monde dans une activité de connaître l'environnement interne, mais aussi l'environnement. Cela serait une de mes recommandations.
je ne voudrais pas être trop lent. J'aimerais finir sur un exemple qui est celui de… Alors, juste avant l'exemple, peut-être que je voudrais aussi donner des outils. Quels sont les outils, par exemple, que les directions juridiques ou les directions opérationnelles pourraient utiliser? Un, les outils internes. Les outils internes en étant donc d'organisation interne, des réunions, en incluant les bonnes personnes, les bons partenaires en interne, en créant des synergies internes, en adaptant l'outil de travail, avoir le bon outil justement du conseil, par exemple, la bonne ressource, le bon système informatique, le bon système de protection des données, le bon système, les bonnes ressources juridiques. Alors, pour ne citer que LexisNexis, et LexisNexis ayant une solution justement pour les juristes, un petit peu de pub, on est sur leur plateforme, et au-delà de tous les bons services qu'ils fournissent, il y a des outils de ressources juridiques, des outils de ressources de due diligence à l'international qui vont permettre aussi, par exemple, d'identifier ses futurs partenaires. Si nous rentrons, par exemple, dans une acquisition de société, nous devons bien entendu faire la due diligence. Savoir qui sont les actionnaires, soit qu'ils sont à l'international, une société dans une autre société, nous devons utiliser ces outils-là. Et la technologie en ce moment est tellement fulgurante, le big data nous apporte tellement de choses. Il y a aussi l'outil externe, c'est de se faire accompagner. Il est important, nous ne pouvons pas rouler toujours en roue libre seul. Il est important de se faire entourer d'experts. Elon Musk, sa réussite, il le dit, il ne la doit pas à son audace seulement, il la doit aux gens qui l'entourent, à tous les conseillers, avocats, fiscalistes, auditeurs, notaires, huissiers de justice, etc., conseils juridiques, etc. Il faut se faire accompagner. Et, comme je disais, connaître son environnement et avancer, avec une note toujours positive dans son approche. C'est là où j'en viens à mon dernier exemple. Je voulais parler de Félix Baumgartner, un parachutiste extrême. Vous voyez à l'écran, j'imagine, la capsule par laquelle il a sauté, elle est à 40 km d'altitude. Ce monsieur a pris le pari fou de sauter en chute libre pour atterrir dans un endroit qu'il avait prévu, dans lequel il avait prévu d'atterrir. 40 km d'ascension, 1300, 1400 km à l'heure. Il a percé le mur du son. Et devinez quoi? Il a atterri exactement à l'endroit qu'il avait prévu. Exactement à l'endroit. Bon, à l'endroit, c'est pas au centimètre près, à 10 km près, bien entendu. Imaginez, je ne vous propose pas de sauter tout de suite du 20e étage de votre immeuble, mais je donne cet exemple puisque c'est un très bon exemple de préparation et de mesure avant même de sauter, pour pouvoir savoir où est-ce qu'il allait atterrir, quel but, quelle finalité il allait réaliser, quel but il allait atteindre. Voilà. Sur cet exemple-là, je ne ferai pas plus long. Merci pour votre attention et si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, je suis là. Merci, Monsieur Affir, pour votre intervention. Alors moi, j'ai 3 petites questions à poser, si vous me le permettez. Vous m'entendez, Monsieur Affir? Oui, je vous entends. Ok. Oui, voilà, je voulais savoir comment concrètement développer ce qu'on appelle ces soft skills, quand cette capacité à prendre des risques, quand on n'a pas forcément le tempérament à prendre des risques. Alors, que conseillez-vous? Est-ce que des formations peuvent être utiles? Comment développer ces compétences quand on n'a pas, finalement, je vous dis, ce tempérament-là? Merci pour la question, Angélique. Alors, pour ne pas se substituer à un psychologue ou un psychiatre, ce n'est pas mon domaine d'expertise. En revanche, il y a quelques outils que moi-même j'utilise. Alors, j'écoute beaucoup de talks. Il y en a énormément sur le net. Ces talks-là, je les fais parfois au moment où je fais mon gym ou même au moment où j'ai le plus de doutes. Ça arrive à tout le monde. Ces talks-là, parfois, vous aident
à vous pousser de l'avant, vers l'avant. Et deux, la formation. La formation est importante dans la mesure où parfois on doute soit de soi-même, de ses capacités, ou on doute même de la réponse qu'on peut donner parce qu'on a l'impression de ne pas connaître le sujet. Il est très important de connaître le sujet. C'est pour ça qu'il faut, avant même de donner des conseils, même si on n'est pas obligé de prendre la parole tout de suite, il est bon de se préparer pour une réunion, par exemple. Il est bon de connaître le sujet et de connaître l'industrie. Pour nous juristes, quand une question est posée, par exemple, dans la data privacy, il est important de connaître l'environnement actuel, de savoir ce qui se passe. Est-ce que les méthodes marketing, telle ou telle autre méthode marketing, sont d'actualité? Comment cela fonctionne? Là, je ne parle pas de la loi seulement. Il faut être sensible à son environnement, il faut être sensible à l'actualité. Après la prise de parole, chacun a son propre tempérament. Ça, on n'est pas toujours obligé d'être punchy et d'aller toujours de l'avant. Il suffit aussi parfois juste d'oser, sortir de sa zone de confort. Parce qu'au final, croyez-moi, même si sur le moment, on va dire, qu'est-ce qu'il raconte et pourquoi cette question-là, au bout de quelques minutes, une fois que la réunion est finie, tout le monde aura déjà oublié. Donc, et parfois, vous avez beaucoup plus de chances de poser des questions pour ramener une solution, et même si vous ne donnez pas la solution, vous aurez participé avec votre petite pierre à bâtir l'édifice. Donc déjà, dans cette approche-là, et si vous avez cette approche-là, de juste contribuer d'une manière ou d'une autre par une question, par une prise de parole en questionnement ou en reformulant, par exemple, les idées des autres. La reformulation est aussi une des techniques qu'on utilise parfois dans la négociation contractuelle. Donc, c'est les petites astuces que moi, personnellement, en tout cas, j'utilise. Il faut aller de l'avant et il faut oser. Et voilà. Merci, Monsieur Affir. Alors, justement, pour un jeune juriste, un jeune avocat qui débuterait dans le métier, on comprend qu'aujourd'hui, les compétences techniques, quelque part, ne suffisent plus. Donc, il faut développer ces compétences humaines et relationnelles. Quelles seraient, selon vous, les plus importantes à développer pour un jeune, on s'adresse aux juristes, donc pour un jeune avocat, par exemple, qui se lancerait dans la profession? Quelles sont, selon vous, disons, les 3 grandes compétences soft skills, compétences humaines à avoir, à essayer de développer? Alors, la première, en tout cas, que moi j'aime bien, c'est l'humilité. Connaître et apprendre et reconnaître ses forces, aussi ses faiblesses. Une fois que vous avez fait ce travail sur vous, vous oserez tout faire. Parce qu'à la limite, tout ce que vous allez faire, c'est de l'apprentissage. Donc, l'humilité pour moi est une qualité à avoir. L'intégrité au-delà de ça, bien entendu, pour les juristes, c'est évident. Voilà les premières idées auxquelles je pensais. Il faut, comme je disais avant, il faut seulement oser. Il faut oser et mettre la main à la pâte. Sans ça, c'est difficile. Au-delà du côté technique qu'on maîtrise, parce qu'il est très important, surtout pour certaines fonctions, il y a ce côté relationnel qu'on doit aussi développer, de communication et de communication positive. Parfois, nous avons, en tant que juristes, tendance à être un peu trop strict dans notre wording ou peut-être un peu trop long. Si nous voulons être efficaces, notre moyen de communication est surtout vis-à-vis des clients, vis-à-vis des clientèles, parce que c'est aussi des clients, c'est des fonctions support dans les directions juridiques. Il faut simplifier, apprendre à simplifier et aller straight to the point. Et ça, le plus vous le ferez, le plus le business partnering sera développé. Donc, c'est un skill à avoir, en tout cas en entreprise, mais aussi en tant que conseil juridique, avocat ou autre. Straight to the point et don't make the things too much complex. Merci, Monsieur Affir. Alors, je vous propose de revenir au sondage, si vous le permettez, puisqu'on va arriver aux 3 quarts d'heure qui nous sont alloués pour nos webinaires. Donc, je vais vous laisser analyser les résultats. Donc, à la question posée qui était « Qu'est-ce que la notion de risque vous évoque ?» Eh bien, à 50%, créativité et prudence. On a un résultat assez étonnant. Je ne sais pas comment vous l'analysez, Monsieur Affir. Assez mitigé, oui, effectivement. Je m'attendais un peu à une certaine parité, effectivement, entre la créativité et la prudence.
un juriste ou des métiers du droit doivent être toujours faire effectivement preuve de prudence. Donc, je m'attendais effectivement à ce que le ratio prudence soit là. Je m'attendais peut-être que même que le ratio prudence soit encore plus prépondérant que la créativité. Je ne saurais analyser ça pour être honnête avec vous, mais je suis très heureux de voir le 50-50. Et la créativité, en tout cas, est vivement, extrêmement attendue parce que notre métier est en développement constant. Surtout ces dernières années où le client n'a plus le temps. Le client n'a plus le temps de lire, et quand je dis client, c'est-à-dire même les partenaires en interne. Ils n'ont plus le temps de lire. Je pense que vous connaissez la règle du ELTR, qui est too long to read, trop long pour lire. Le business partnering, donc le client attend justement une certaine créativité à sortir de la zone de confort, c'est-à-dire aller l'emmener vers les solutions qu'il souhaite avoir ou pas, et auxquelles il s'attendait pas. Donc, la créativité est un élément extrêmement important. Si on a un ratio de 50%, je trouve que c'est extrêmement bien. On gagnerait peut-être parfois à en avoir un peu plus, mais ça va dépendre de ce qu'on appelle, bien entendu, ce qu'on définit comme créativité. J'imagine que tous ces juristes dans le webinaire, justement, sont dans leur coin à définir. Comment définir créativité? Qu'est-ce que prudence? Ça, c'est une notion personnelle. Donc, voilà. Et vous, personnellement, la notion de risque, vous évoquez davantage la créativité ou la prudence? Je rejoins tous mes chers amis qui sont dans les 50-50. J'ai mes propres forces et mes propres faiblesses, mais je pense que la créativité ne fait pas partie forcément de mes faiblesses. Donc, parfois, dans mon travail d'être prudent, je joue la carte de la proportionnalité. Et la proportionnalité dont j'ai parlé, c'est justement de savoir quel but on veut atteindre et de quelle façon la plus sécurisée de le faire. Et la prudence n'apporte pas toujours la sécurité. Au contraire, elle apporte de la complexité. Donc, personnellement, je tendrais à dire peut-être qu'un peu plus de créativité, de prudence. J'ai eu une revue récemment en interne et qui a défini ma créativité et a été mise en avant. Et le fait que je me présente devant vous, j'espère que c'est suffisamment créatif. Oui, tout à fait. Alors, je veux juste prendre une dernière question d'un participant qui s'interroge sur le concept du risque maîtrisé ou mesuré, hein, parce qu'à son sens, un risque est par définition quelque chose de non maîtrisable. Alors, qu'est-ce que vous pouvez répondre à cette interrogation, Monsieur Achir? Merci pour la question. Effectivement, il est extrêmement difficile, ce que je disais pendant le talk justement, il est extrêmement difficile de tout prévoir et de tout anticiper, de savoir quelles sont toutes les conséquences de la prise d'une certaine décision ou bien de certains événements complètement inattendus. Donc il est difficile, nous n'avons pas, personne n'a une boule de cristal pour pouvoir tout anticiper. En revanche, mesurer est pour moi le mot. Pourquoi? Parce qu'il y a tous ces éléments dont j'ai parlé qui sont, la proportionnalité, de savoir où est-ce qu'on va et surtout, quelles décisions prendre par rapport aux conséquences qui pourraient arriver. Mais aussi mesurer parce qu'il est aussi facile de mettre en place des procédures, des process pour pouvoir limiter l'impact de certaines décisions et pour pouvoir justement dessiner ou tracer une méthode, une façon de faire interne ou externe, une façon de faire pour pouvoir justement mettre des garde-fous et limiter et prendre des risques sans avoir justement les répercussions qui ne sont pas désirées. Ben, merci, Monsieur Achir, d'avoir animé ce webinaire sur la gestion du risque et l'importance de développer ces nouvelles compétences, ces soft skills qui semblent vraiment très, très importantes à avoir, notamment dans un contexte, dans le contexte actuel, hein, où il est nécessaire de pouvoir et de vouloir s'adapter au changement. Est-ce que vous voulez ajouter un dernier mot avant que je conclue ce webinaire? D'abord, encore une fois, merci pour votre temps, merci pour les questions et merci pour l'intérêt pour ce webinaire.
de toute façon, c'était un talk où on parle de façon assez générale. Ce n'est nullement une consultation, c'est surtout un partage d'expérience, un point de vue personnel, une vision. Certains pourraient partager, d'autres non, chacun ses opinions. Mais l'idée était justement d'essayer de donner des conseils, d'animer, de passer un moment professionnel. Et je vous remercie encore pour la plateforme. Merci beaucoup à vous, Monsieur Afir, voilà, d'avoir passé ce temps avec nous. Alors, je tiens à dire qu'un enregistrement du webinaire sera disponible dès demain sur notre site d'information, donc c19lexismena.com. Donc, vous pourrez réécouter la séance si vous le souhaitez. Écoutez, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire et à très bientôt. Merci encore.